On passe maintenant au format de modulation. Et je vais commencer cette discussion de modulation avec l'idée d'une porteuse. L'idée d'utiliser une porteuse qui crée deux situations différentes. Donc, quand on parle, comme dans le chapitre 3 de la communication en bande de base, il n'y a pas de porteuse. Nous supposons que nous faisons envoyer l'information en bande de base, donc centrée sur DC. Et la largeur de bande réelle qui sera mesurée au laboratoire sera les bandes de fréquence positive. Donc, imagine que j'ai un signal, et ici c'est DC. Peut-être je vais l'écrire un peu plus correct. Et je vais dire ici oméga 0, disons. Et ça sera moins oméga 0. Donc, mon signal, c'est quoi la largeur de bande pour ce signal? Mais la largeur de bande, on peut dire d'un côté, sera ici la largeur de bande, sera oméga 0, parce que c'est juste les fréquences positives qui sont réelles. Donc, supposons que je passe une porteuse. C'est quoi une porteuse? Au lieu d'avoir la fréquence centrale à 0, je mets la fréquence centrale sur une porteuse. Donc, ici, le carrier, la porteuse. Ici sera la porteuse plus oméga 0, porteuse moins oméga 0. Et la même chose pour les négatives. Maintenant, c'est quoi la largeur de bande pour le signal passe-bande? Mais la largeur de bande, ici, c'est 2 fois ce qui était la largeur de bande là. Donc, quand nous allons faire notre développement, c'est presque toujours pour le passe-bande, parce que c'est le plus commun. La bande de base, ça existe, c'est important, mais quand même, la majorité des communications, ça fait sur une porteuse pour différentes raisons que je vais discuter très, très vite. Donc, la différence entre les deux, c'est à cause de ce phénomène que quand je fais une modulation sur une porteuse, c'est toute la bande, y compris les fréquences négatives, qui sont amenées ici. C'est pour ça que ça existe, cette construction mathématique, parce qu'il prédit qu'est-ce qui arrive avec une modulation. Donc, avec ce concept qu'il existe des fréquences négatives, à partir de ce concept, nous voyons, c'est ce qu'on observe en réalité au laboratoire, qu'effectivement, il y a deux côtés qui est visible. Juste un autre point que j'aimerais mentionner maintenant qu'on a distingué entre la bande de base et la passe-bande, et ça, c'est concernant le bruit. Donc, le bruit, on a dit que un bruit additif gaussien dans le domaine fréquentiel, elle est plat, et on a dit que le niveau de densité de bruit est N0 sur 2, et le sur 2 vient de ce concept, est-ce que c'est en bande de base ou bande avec porteuse? Donc, avec porteuse, quand nous allons avoir le même signal, le bruit qui passe, disons, dans le filtre équivalent, avec la même largeur de bande, donc si ça c'est B, et ça c'était oméga 0, moins oméga 0, donc B est égal à 2 fois oméga 0. Donc, était d'avoir la balance du bruit avec le bon chiffre, donc on a le facteur de 2. Donc, c'est relié à ce concept de définition pour la bande de base plutôt pour le passe-bande, et c'est la N0 sur 2 qui comptabilise bien pour la prochaine passe-bande. OK, la raison pour la modulation avec porteuse, pourquoi est-ce qu'il existe? Mais c'est pour être capable de supporter plusieurs signaux. En bande de base, on peut envoyer un signal, et si on essaie d'envoyer un deuxième signal en bande de base, mais c'est le recouvrement, et ça ne marche pas, les deux vont interférer l'un avec l'autre. Par exemple, supposons que nous avons le radio FM. Si on veut avoir plusieurs postes, on distingue un poste d'un autre à partir de leur porteuse, la fréquence centrale. Donc, quand on change de poste pour le radio FM, on est en train de chercher une autre porteuse. Donc, ça, c'est Frequency Division Multiple Access. Donc, de prendre toutes les fréquences et d'allumer une bande, une fréquence
à un utilisateur. De cette façon, nous pouvons mettre plusieurs utilisateurs en parallèle qui transmettent en même temps. On fait même ça avec le téléphone avec fil, le téléphone filaire. On utilise une approche FDMA. Donc, pour avoir une seule câble de la centrale de téléphone qui communique avec toutes les maisons, avec tous les téléphones, on ne veut pas avoir une ligne de chacune des maisons au central, ça serait trop de lignes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une ligne pour apporter tous les appels et c'est juste dans un petit voisonnage que nous avons distribué une file à chacune des maisons. Donc, pour la transmission de centrale voisinage, on utilise encore FDMA et il y a une fréquence qui est donnée à chacun des téléphones. Dernière raison pour la modulation avec porteuse, c'est la grandeur des antennes. Pour le téléphone cellulaire, nous avons une fréquence porteuse assez élevée, dans le 900 MHz et plus grand, et c'est parce que la taille de l'antenne est proportionnelle à l'inverse des fréquences. Donc, si je veux une toute petite antenne, j'ai besoin d'une plus grande fréquence. Donc, pour toutes les raisons, on avait besoin d'une porteuse. Parce que si j'essaie d'envoyer la bande de base par la sans-fil, j'aurais besoin d'une antenne énorme. OK, donc, toutes les raisons pour lesquelles on utilise une porteuse. C'est pour ça que dans la majorité de nos discussions, nous avons supposé qu'il y a une porteuse, que nous travaillons dans la passe-bande. Et c'est ce qui est bien. L'analyse de l'espace de signal s'applique aussi bien dans la bande de base que dans la passe-bande. Donc, tout notre bagage mathématique, on peut exploiter pour cette examination de modulation avec porteuse. Enfin, c'est les les vecteurs de base pour l'espace de signal qui va nous permettre de tenir compte de cette porteuse. Donc, supposons que nous avons une porteuse à une certaine fréquence. Ici, c'est le W0, c'est plutôt la porteuse. Si j'ai une porteuse, je vais souvent utiliser un vecteur de base qui est le cosinus d'oméga 0t et l'autre bande de vecteur de base est le sinus. Donc, la porteuse est représentée dans le vecteur de base. Et on a un vocabulaire spécial pour ces deux composants. On va dire que ça, c'est une partie qui est en phase et l'autre est la partie en quadrature. Donc, en phase, c'est la contribution qui est la projection sur le vecteur de base cosinus et la partie en quadrature d'un signal et la projection sur le sinus. Donc, on commence avec le premier format de modulation, qui est PSK ou Phase Shift Keying. Et je vais supposer pour la présentation que les signaux sont toujours limités dans le temps. Donc, c'est pour faciliter les équations. Donc, c'est T majuscule et le temps d'un symbole. Le signal envoyé est 0 sauf dans le temps d'un symbole. Et ce symbole a la forme ici. Donc, nous avons le oméga 0 qui représente notre porteuse. Donc, la partie qui représente les données, l'information, où est-ce que l'information est transmise ici? J'ai dit S, mais ça doit être SI parce que ça dépend de quel symbole j'envoie. Et le I est représenté ici. Donc, disons que ça, c'est SI. Ici, c'est phi-I. Et ça change avec le temps parce que les données changent avec le temps. À un instant de temps, il y aura une certaine donnée. Donc, typiquement, pour le Phase Shift Keying, nous allons diviser tous les radians autour d'un cercle, le 2π. Nous allons le diviser en m divisions. Donc, m est le nombre de points dans la constellation, le nombre de symboles. Donc, m est égal au nombre de symboles. Et nous prenons du π, nous divisons par m. Donc, nous avons m sections de 2π et on a lu à chacun un symbole différent. Donc, ici, c'est le déphasage qui représente l'information. Le E dans cette équation représente l'énergie par symbole.
Ici, il n'y a pas d'indice sur I parce que c'est la même énergie pour chacun des symboles. Et c'est quelque chose que nous allons examiner pour chaque format de modélation. Est-ce que c'est le cas que c'est l'énergie égale ou c'est l'énergie qui varie d'un symbole à l'autre? L'autre élément, c'est T majuscule, comme j'ai mentionné. Il est pareil dans le bond pour la définition, mais aussi dans la normalisation. Ici, il y a une T qui représente le temps d'un symbole. Donc, les vecteurs de base, quand on utilise PSK, on utilise les vecteurs de base typiques que je mentionnais tantôt avec une porteuse. Soit le premier vecteur de base, c'est une cosinus oméga 0 t, et le deuxième vecteur de base, c'est le sinus oméga 0 sur t. Donc, un exemple de PSK, nous avons déjà vu, c'est le BPSK, le binaire, et voici la représentation dans l'espace du signal. Dans le cas de BPSK, nous n'avons pas besoin de deux vecteurs de base. C'est dans un espace de dimension 1. Donc, on n'a pas besoin de sinus, on n'utilise que le cosinus parce que toute l'information est dans la partie en phase. Donc, encore une fois, on utilise l'espace, les vecteurs de base qui sont le cosinus et le sinus. Et malgré le fait que le nombre de symboles est m, l'espace est toujours de dimension 2, peu importe le nombre de symboles dans la constellation. Donc ici, les vecteurs de base, il n'y a que 2. Il y a toujours 2 pour le PSK, même si on a m égale à 8, m égale à 16, ce n'est pas important, la dimension de l'espace, elle est toujours 2, la dimension est toujours 2. Voici la représentation dans l'espace du signal de MPSK. M ici est égal à 8 dans cette illustration. Mais on voit quand même que c'est en 2 dimensions. Le PPSK était une dimension, donc était juste cet axe en phase. Mais quand nous avons plus que M égale à 2, nous avons plutôt une solution en 2 dimensions. Et chaque fois que j'ajoute une M, je vais agrandir M. Je vais juste mettre plus de points sur le cercle unitaire. Donc ici, c'est le cercle unitaire. Et c'est unitaire parce que je n'ai pas fait de la normalisation. Disons, c'est sur un cercle. Donc, c'est sur un cercle. Et chaque fois que chaque fois que je vais agrandir la constellation, je vais mettre encore des points sur ce cercle. Donc, par exemple, ici, si je passe de 8 à 16, il sera nécessaire d'ajouter des points. Je vais le diviser. Chaque mi-point, je vais mettre un autre point. Donc, comme ça, ils vont être la distance avec les voisins le plus proche va être la même pour tout. Mais la distance va diminuer. Donc, ça, c'est une caractéristique de PSK. Je suis forcée d'être toujours sur un cercle, qui sont toujours... Quand je dis que les symboles sont sur un cercle, ça veut dire que la distance entre le cercle et l'origine est la même pour tous les symboles. Et ça, c'est une caractéristique qui reste la même, peu importe le nombre de m. Donc, la distance de l'origine à chacun des points dans la constellation est toujours la même. Même distance de l'origine pour toute la constellation. Et ça veut dire quoi? Que l'énergie est égale pour chacun de ces symboles. Il n'est pas un symbole qui a plus d'énergie qu'un autre. Tous ont exactement la même énergie. C'est une caractéristique de PSK. Mais quand je vais agrandir la constellation, c'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact sur la performance? L'impact sur la performance, mais on sait que la distance entre les points vont être plus petits plus que je vais agrandir. Ici, c'est 16. C'est certain que ces points sont plus proches que ces points-là. Et chaque fois que j'ajoute un point, ça va être plus serré. Plus serré, ça veut dire quoi? En communication, plus serré veut dire que je vais avoir plus d'erreurs. Parce que quand elles sont plus proches, donc M plus grand, ça veut dire plus proche l'une de l'autre. Et quand elles sont plus proches l'une de l'autre, qu'est-ce qui arrive avec la probabilité d'erreur?
est-ce que je vais avoir moins d'erreurs ou plus d'erreurs? Je vais avoir plus d'erreurs parce qu'ils sont plus proches. Le bruit va me forcer de prendre une mauvaise décision. Donc, la probabilité d'erreur va monter quand je vais monter le M. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on aime l'espace du signal, parce que nous avons cette intuition géométrique pour le format de modulation. On passe maintenant à notre deuxième format de modulation, le FSK, ou Frequency Shift Keying. Encore une fois, on a la définition qui est non nulle seulement dans la période d'un symbole, et maintenant on a la bonne correction, c'est bien SI ici. Donc, chacun des symboles a une différente équation pour la forme d'onde qui est envoyée pour ce symbole. Donc, dans le cas ici, les oméga I sont différentes fréquences. Donc, nous avons M fréquences distinctes pour une modulation de MFSK où il y a M symboles. Donc, on va changer la fréquence pour changer l'information. Donc, avant, il y avait une phase et la phase changeait avec les informations, les données. Maintenant, c'est plutôt la fréquence qui change. Le θ, ça représente juste un déphasage ordinaire qui ne dépend pas de données. Encore une fois, l'énergie par symbole est fixe pour chacun de SI. Nous avons la même énergie. Et encore une fois, le T est le temps d'un symbole. Donc, pour les vecteurs de base pour cet espace, typiquement, nous allons utiliser une collection de cosinus. Mais au lieu d'avoir juste cosinus et sinus, nous allons plutôt avoir M différents vecteurs de base. Un vecteur de base, une cosinus pour chacun des symboles, chacun des porteuses qui sont utilisées. Nous prenons aussi θ égale à 0 sans perte de généralité, parce que si la phase n'est pas 0, nous pouvons l'estimer et l'enlever de notre signal reçu. Donc, finalement, ce n'est pas d'importance. Donc, on va supposer que la phase est nulle. Donc, typiquement, M, comme d'habitude, est une puissance de 2. Le nombre de symboles est souvent une puissance de 2. Et je remarque que dans le MFSK, on parle d'un espace vectoriel qui est plus grand que l'espace vectoriel pour le PSK. Dans le cas de PSK, on avait toujours que deux vecteurs de base, peu importe la valeur de M, le nombre de symboles dans la constellation. Mais maintenant, on voit que le nombre de vecteurs de base est exactement égal au nombre de symboles. Donc, c'est un espace de dimension M dans ce cas. On va passer maintenant à la représentation dans l'espace vectoriel de FSK. Donc, l'espace est de dimension M et M peut être très grand. Ça peut être 16, 256, 1024. Donc, je ne peux pas tracer pour vous une graphique de l'espace vectoriel pour une dimension élevée. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre 3 FSK parce que c'est en 3 dimensions et on peut bien imaginer qu'est-ce que ça passe dans cet exemple-là. Et après ça, nous allons avoir un bagage mathématique pour faire l'expansion pour n'importe quelle valeur de M. Mais prenons cet exemple en 3 dimensions et nous avons 3 vecteurs de base. Donc ici, c'est le vecteur de base qui est le cosinus de première porteuse, cosinus deuxième porteuse, cosinus troisième porteuse. Donc, le signal 1, quand je cherche les coordonnées pour le signal 1, mais ça va juste être dans la même direction que le vecteur de base. C'est la définition, si on retourne en arrière. Le symbole est juste le cosinus, qui est le vecteur de base, et nous avons une constante multipliant. Et en plus, cette constante est la même pour tous les vecteurs, tous les symboles. Donc, ça veut dire que certainement le S1, il est juste une projection au long de C1. Il n'y a pas de parties qui viennent de 2 ou 3. S2 est juste dans la direction de C2. S3 est juste dans la direction de C3. C'est le choix de base que nous avons fait. Donc, cette base vectorielle
nous donne ces vecteurs qui alignent avec les vecteurs de base. Donc, on peut imaginer que les points pour la constellation, et c'est quoi les points dans cette constellation? Donc, peut-être je peux le tracer ici un peu plus explicitement. Ça, c'est le S1. Donc, le vecteur et la longueur de ce vecteur est le même que le vecteur ici et le même que le vecteur ici. Donc, on va prendre une autre couleur. Enlever ça, hop, un peu pas propre. Donc, ici, 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 c'est comme le coin. Donc, on a tracé ça pour dire, bien, c'est comme de définir les points, dans d'une cube. Donc, ça représente les coins pour une cube en 3 dimensions. Et le cube est tel que la longueur de chaque côté, c'est une cube, c'est tous la même longueur. Et la distance, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette interprétation géométrique? Donc, à partir de cette partie géométrique, le nombre de fréquences, on sait, ça détermine le nombre de vecteurs de base. Le nombre de fréquences, c'est m, et ici, c'est m égale à 3, donc nous avons en 3 dimensions. Mais si on prend cette interprétation d'une cube en 3 dimensions, si on imagine qu'on laisse m plus grand que m, on peut imaginer qu'est-ce qu'on appelle une hypercube. Donc, le même concept des côtés de même longueur, des coins qui sont à angle droit, mais imaginés dans plusieurs. Donc, pour l'espace de dimension, m, c'est quoi l'impact de l'avoir plus grand? Donc, dans l'espace de dimension m, nous avons plutôt une hypercube au lieu d'une cube. Donc, c'est juste le même concept, mais plus grand. Donc, quel est l'impact d'agrandir m? Donc, quand je vais agrandir m, l'espace va être plus de dimensions. Mais je demande, est-ce que les distances entre les symboles va changer? Par exemple, la distance entre S2 et S1, la distance entre S2 et S1 et S2 et S3. C'est clair qu'ils sont tous la même grandeur. Donc, si j'imagine dans une hypercube, dans une dimension plus élevée, ça va être toujours le même cas. Ils vont toujours être équidistants. Donc, si je cherche, c'est quoi la distance entre SI, SJ? Mais juste par cette analogie, je sais que quand je vais l'ajouter, ça va être toujours l'orthogonal l'un de l'autre et la distance entre eux, ça va être toujours la même. Et en plus, ils vont toujours avoir la même énergie pour chacun de SI. Donc, il y a une valeur pour l'énergie. Donc, la distance à l'origine, c'est les coins d'un cube, donc c'est toujours la même distance. Donc, s'ils sont toujours la même distance, qu'est-ce qui arrive quand je vais agrandir M? Mais dans le cas de MFSK, sans faire aucun calcul, j'ai au moins l'observation que M peut grandir et le PE vont être constants. Parce que si la distance entre les symboles ne change pas, donc à ce moment-là, la probabilité ne va pas empirer. Donc ça, c'est une observation juste à partir de cette interprétation géométrique. Il y aura des nuances que nous allons examiner, mais en gros, PSK, M plus grand, plus proche, donc j'empire la probabilité d'erreur. Ici, dans le cas FSK,
la distance ne change pas avec M, donc j'attends d'avoir une probabilité d'erreur qui ne change pas non plus. On passe maintenant à Amplitude Shift Keying, ASK, qui, on verra, est exactement ce que nous avons discuté et on a appelé PAM dans le chapitre 2 du livre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le PAM et le PCM étaient une manière de décrire les modulations, mais il y a une autre manière. Donc, maintenant, on regarde changer la phase, moduler la fréquence, et maintenant, c'est moduler l'amplitude. Donc, pour avoir une taxonomie un peu organisée de cette façon, on a un autre nom. Mais c'est exactement le même concept. Donc, ici, il n'y a qu'une seule porteuse qui ne change pas avec l'indice I. Et c'est plutôt l'énergie qui change d'un symbole à l'autre. Donc, les symboles n'ont pas tous la même énergie. Avant, il était une seule E pour tous les symboles. Ici, on voit pour la première fois un format de modulation où l'énergie peut varier d'un symbole à l'autre. Typiquement, les niveaux discrets sont uniformément espacés. Donc, ça, c'est l'approche typique. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est l'approche typique pour l'amplitude shift keying. Un exemple que nous avons déjà vu, c'était on-off keying, où on a envoyé énergie 0 pour la logique 0 et une énergie positive pour la logique 1. En général, nous allons voir que le PAM est moins performant. Performant dans quel sens? Quand je dis performant, il y a toujours les 3 critères. Et c'est surtout dans la partie qui est BER versus SNR. Donc, pour la même énergie, pour la même puissance, j'aurai une BER plus élevée que pour des autres formats. Donc, c'est un peu moins intéressant pour cause de ça. Et aussi pour l'efficacité spectrale. Et pour l'efficacité spectrale, nous pouvons voir ça parce que le ASK ou le PAM va être dans une dimension et il y a dans 2 dimensions où pour la même énergie, je peux juste espacer les symboles pour avoir une distance minimale plus grande. Donc, les 2 choses, efficacité spectrale et le BER qui est plus performant, les 2 sont reliés un peu à cette idée de une dimension versus 2 dimensions. Mais c'est certain, il est plus simple en une dimension. En off-keying, c'est hyper simple. Donc, s'il n'est pas très fort dans les 2 aspects, dans le 3e aspect, que de système, ça peut être très, très intéressant. Donc, un peu moins populaire à cause de ça, mais il y a quand même la place pour ces formats de modulation. Donc, c'est toujours en une dimension, comme je mentionnais ici, il n'y a que le cosinus. On n'a pas besoin d'un autre vecteur de base parce que nous avons vu ici, il n'y a que le cosinus, il n'a pas besoin d'une sinus. Donc, ici est l'exemple de BPSK. Donc, on-off-keying était une binaire qui était l'amplitude, mais je peux aussi dire que le BPSK, je peux l'imaginer comme BPSK comme la phase est 0 ou la phase est pi. Donc, c'est la même modulation, mais je peux aussi dire que l'amplitude est positive, l'amplitude est négative. Donc, je peux l'appeler BASK, BPSK, mais en général, on l'appelle BPSK. Mais en tout cas, c'est dans une dimension, comme on a vu pour BPSK. Si je change le nom, je ne change pas la représentation dans l'espace de signal. L'espace de signal n'est pas relié à un nom, c'est juste une manière sans ambiguïté pour représenter la modulation. Donc, imagine maintenant que je change pour 4 niveaux. Au lieu de binaire, je pense à 4 niveaux et maintenant, c'est clair que ce n'est pas BPSK parce que c'est toujours phase 0, pas pi, ce n'est pas assez pour distinguer, mais il y a différentes amplitudes. Et ici, les amplitudes, j'ai choisi pour avoir ce que j'appelle la bonne normalisation. Donc ici, les unités pour les représentations dans l'espace du signal sont le EB. Ici, c'est ES. ES, l'énergie par symbole, énergie moyenne par symbole. Énergie moyenne par symbole ou par bit, c'est facile de
de calculer un ou l'autre. Donc, aussi une bonne normalisation. J'ai pris le temps pour montrer ça parce que je vois très facilement dans ce cas-là l'impact de changer le nombre de bits. Pour les deux autres, pour le FSK et le PSK, la tendance était évidente sans faire une bonne normalisation. Donc, nous allons passer à faire la bonne normalisation tantôt pour ces formats de modulation, mais pour maintenant, pour la ASCII, pour vraiment vous donner l'impact vectoriel ou géométrique, il faut avoir une bonne normalisation. Donc, j'ai pris le temps pour le mettre. Donc, si je prends c'est quoi l'énergie moyenne pour ces deux bits? L'énergie moyenne va être EB. Donc, c'est clair que c'est bien nommé. EB, c'est l'énergie moyenne par bit. Si je faisais la même chose, je calculais c'est quoi l'énergie pour symbole 1, c'est quoi l'énergie pour symbole 2, c'est quoi l'énergie pour symbole 3, c'est quoi l'énergie pour symbole 4. Et quand je dis énergie, je prends toujours la distance à l'origine parce qu'il est relié. C'est pour ça qu'on aime l'espace du signal. Mais si je faisais ce calcul, ES sera bien l'énergie moyenne par symbole. Donc ici, on voit qu'on a la distance entre l'origine et le premier point, c'est le racine carré ES sur 5. Et la distance entre les deux, donc, sera 2 fois ES divisé par 5. Et la distance entre ces deux points sera cette même 2 racine carré ES sur 5, les distances ici. Donc, tous les voisins les plus proches sont toujours à la même distance. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'en général, sont espacés uniformément. C'est ça que je veux dire. La distance à l'origine, donc ici, n'est pas la même pour tous les symboles. Donc, l'énergie de chacun symbole est différente. Ici, l'énergie sera ES sur 5. Ici, sera 9 fois ES sur 5. Donc, la différence d'énergie est une caractéristique de l'ASK. Donc, en regardant maintenant avec la bonne normalisation, quel est l'impact de passer de 2 à 4? Est-ce que la performance a amélioré ou détérioré? Mais elle est basée, cette décision, sur l'espace entre les symboles. Ici, on voit qu'ils sont très éloignés l'un de l'autre, et quand je passe à 2, ils sont beaucoup plus rapprochés. Donc, étant donné qu'ils sont plus proches l'un de l'autre, j'attends d'avoir une pire performance pour le taux d'erreur. Il y aura plus d'erreurs pour la même énergie que j'aurai ici. Et donc, je dirais que quand M va agrandir, la probabilité d'erreur va pire. Quand je dis pire, je dis que ça va monter. Désolé. Ça va monter pour dire c'est pire. Donc, si la probabilité est pire, et on peut quantifier en regardant cette bonne normalisation. Donc, je fais toujours un rappel à ce concept de bonne normalisation. Donc, j'ai dit qu'on peut le mettre dans le format de les unités de ES, E de EB, parce que, par exemple, ici, il y a 2 bits par symbole, donc c'est l'énergie moyenne par symbole S, l'énergie moyenne par bit sera la moitié, donc 2 fois EB sera ES. Donc, c'est l'équivalent. Et ici, on voit les unités sont vraiment... je l'ai mis dans le bon format pour montrer la vérité. Donc, le nombre l'espace est de dimension 1, peu importe le nombre de symboles. Donc, ce concept de passer de binaire à Q et ASK 4, et je peux passer à 8, 16, et je vais toujours faire la normalisation, et la distance entre les voisins les plus proches, ça va toujours plus petit, donc je vais toujours empirer la probabilité d'erreur. OK. Nous avons vu phase shift keying, amplitude shift keying. Donc, ce sera pas surprenant qu'on peut combiner les deux, faire changer pas juste la phase, pas juste l'amplitude, mais contrôler les deux au même temps pour créer un autre type de modulation. Amplitude phase shift keying, mais on voit presque jamais ce nom-là. On l'appelle plutôt quadrature amplitude modulation.
quadrature amplitude modulation. Quadrature parce que on a la partie en phase et en quadrature. Donc, c'est pour ça que le nom vient. C'est QAM qu'on voit beaucoup plus souvent. Donc, ici, c'est la forme générale et on remarque qu'il y a une seule porteuse. L'énergie varie avec le symbole, ce n'est pas toujours le même. Donc, on change l'amplitude d'un symbole à l'autre et on change aussi la phase. Donc, c'est le paire EI et FI qui détermine c'est quoi la position dans l'espace vectoriel, l'espace du signal pour nos points dans cette modulation. Donc, niveau discret, encore une fois, sont en général uniformément distribués comme on voit avec PAM ou Amplitude Shift Keying. Donc, cette partie, c'est la même. Il est très efficace en largeur de bande. Donc, c'est pour ça, c'est la raison d'être pour le QAM, pourquoi on l'utilise. C'est au cause de ces très, très bonnes manières de forcer plus d'informations dans une largeur de bande limitée. Donc, je vais expliquer ça plus tard dans le module, mais c'est la raison d'être pour le QAM, pourquoi on va tourner vers QAM. Donc, les vecteurs de base sont d'habitude sont de cette forme de cosinus et sinus, juste comme nous avons eu pour le PSK. Mais ici, nous n'avons qu'un espace, encore une fois, de dimension 2, peu importe le nombre de symboles M. Donc, peu importe M, l'espace dans l'espace du signal est toujours de dimension 2. Et je mentionnais, les énergies sont inégales. Donc, voici une illustration pour différents types de modulation QAM. Ça, c'est QAM carré ou rectangulaire, qui n'est pas obligatoire, mais ça va au moins vous donner une idée c'est quoi une constellation. Par exemple, supposons que je prends que ces 4 points-là. À ce moment-là, j'ai M égale à 4 et j'ai 4 QAM, qui est le même que QPSK parce que les définitions sont les mêmes, parce qu'ici, ils sont tous à la même distance de l'origine. Donc, à ce point-là, si je peux appeler ça QPSK ou je peux l'appeler QAM, c'est juste le nom. Mais supposons que j'ajoute 2 points de plus. J'ajoute le point ici, ici, ici et ici. Maintenant, c'est ce que j'ai montré, c'est M égale à 8. C'est une forme rectangulaire. Donc, encore une fois, j'utilise les espacements uniformes. Donc, la distance entre ces deux, c'est le même que la distance entre ces deux, ces deux, ces deux. C'est pour avoir une forme simple et pour le rendre rectangulaire. Si je veux agrandir encore une fois, et je peux passer à M égale à 16. Donc maintenant, nous avons M égale à 16 et vraiment carré, parce que c'est 4 carrés. Donc, M égale à 16 et j'ai une géométrie qui est très régulière, mais la distance de l'origine n'est pas toujours la même. Donc, par exemple, si je veux spécifier le point ici, je peux le spécifier avec une certaine phase et je peux le spécifier avec une certaine distance à l'origine. Donc, si j'utilise l'équation précédente, c'est avec cette idée que distance à l'origine EI, phi, l'angle avec l'axe en phase, en quadrature, qui me donne ces deux coordonnées. Donc, ça, c'est une manière de l'écrire, mais on va faire des manipulations. C'est basé beaucoup plus sur les coordonnées dans cet espace de dimension 2. J'ai introduit les différents formats de modulation. Donc, ici, c'est une résumé. Nous allons le PSK, Phase Shift Keying, Frequency Shift Keying, Amplitude Shift Keying et Quadrature Amplitude Modulation. Donc, PSK, FSK, ASK et QAM. Et il y a plusieurs scénarios pour l'analyse. Par exemple, ça peut être le binaire ou la MR. Et je peux parler de la détection cohérente ou la détection non cohérente. Donc, encore une fois, pour la bande de base, on n'avait pas ces deux choix, mais pour
le passband avec une porteuse, on a deux options pour la détection qui va changer notre forme de récepteur. Donc, ici, pour le cas binaire, nous avons déjà calculé avec l'analyse l'espace du signal pour le BPSK et pour le on-off keying. Donc, on a fait un peu de notre travail déjà parce que nous allons voir que c'est l'équivalent de la détection cohérente. Donc, en bande de base, il n'y avait pas de phase. Ici, c'est en supposant que nous avons une connaissance de phase et finalement l'analyse est la même. Donc, nous allons passer par l'espace du signal pour voir que les résultats que nous avons trouvés sont toujours valides et sont valides dans une approche plus générale. Donc, la détection cohérente, par définition, c'est une connaissance de phase et pris pour acquis. Donc, les modulations qui utilisent une détection cohérente sont les modulations pour lesquelles la phase est importante. Et donc, c'est le PSK et le FSK. Parce que le FSK, il y a comme chacun des porteuses. Ça peut qu'il y ait une phase associée avec chacun des différents porteurs. Ça se peut. Donc, ici, c'est la forme de récepteur dans le cas binaire. Donc, c'est le même que nous avons vu avant parce que ici, il y avait une corrélation. Donc, nous avons vu le récepteur d'échantillonnage qui était un filtre adapté. Après, on a passé dans l'espace du signal. On a vu que c'était un corrélateur qui était la forme pour le récepteur. Donc, je prends ici le corrélateur. Et ici, c'est le signal reçu qui est corrélé avec la différence dans le S2 moins S1. Et le résultat, c'est la statistique du test qui est comparé avec le seuil. Et pour la détection cohérente, c'est exactement la même chose parce que ici, dans l'étape de signal de référence, on suppose qu'on connaît exactement SI. Donc, si S1 est égal à, disons, une amplitude cosinus oméga 0 t plus ici sera les données, donc sera soit un 0 ou un pi pour BPSK par exemple. Ça va être soit 0 ou pi en fonction des données. Mais il y a une autre phase qu'on ne connaît pas peut-être. Donc, si on ne connaît pas la phase, comment est-ce qu'on peut multiplier ici? Si on ne connaît pas la phase, déphasage, si je connais la phase, s'il est connu, ça veut dire que S1 est connu. Si je ne connais pas θ, à ce moment-là, je ne connais pas S1, donc je ne peux pas faire la référence. Donc, mais s'il est connu, c'est la référence, exactement l'analyse que nous avons fait, ça fait aussi pour la détection cohérente. Pour le cas qui est MR, nous allons de travail à faire. Donc, pour le cas MR, nous allons chercher la probabilité d'erreur, mais nous allons le chercher en utilisant une bande de l'union que je vais présenter. Donc, je ne vais pas simplement vous donner les équations pour la probabilité d'erreur. Nous allons faire ensemble une dérivation, un développement pour voir ils viennent de où, parce qu'ils ont des concepts très importants de base qu'il faut apprendre au fur et à mesure, et en regardant ça, nous allons naturellement tomber sur la probabilité d'erreur. Donc, on va commencer avec la détection cohérente et finalement, nous allons passer à la détection non cohérente. Et le non cohérent, bien sûr, s'applique pour le PSK et le FSK parce que c'est eux qui ont la version cohérente. Donc, il y aura aussi une version non cohérente. Et pour la détection non cohérente, le bruit n'est pas gaussien. Donc, c'est un peu plus difficile de faire l'analyse. Donc, on va concentrer juste sur le cas binaire pour ces deux formats de modulation.